Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode du Mcast. Comme d'habitude, je suis accompagné par Mathéo. Comment vas-tu, Mathéo? Très bien, et toi? Bah, ça va très bien aussi. Aujourd'hui, on a quelques sujets à aborder avec vous. Donc, dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur nos semaines, comment ça s'est passé, tu vois, d'un point de vue entraînement et même en général. Et après, on parlera du meilleur exercice pour chaque groupe musculaire. Donc, on va balayer un petit peu chaque groupe et puis donner un peu notre avis sur les exos qu'on préfère en fonction de la salle, en fonction de nous, notre vécu, notre ressenti ou ce qu'on a pu appliquer en coaching. Eh bah ouais, carrément. Bah écoute, moi, un petit retour sur ma semaine rapide, très très productive dans le sens où on a mis en place un deload de la semaine passée. On a mis en place ça parce que je sentais une certaine fatigue, nerveusement, musculairement. Et on s'était dit que ça pouvait être une bonne idée, effectivement. Donc à la suite de ça, reprise du training lundi sur mes charges. Et bah, gros changement, hein. On voit que la fatigue musculaire et nerveuse, elle s'est barrée complètement. Les perfs explosent, le repos est carrément mieux. Et la shape ne look plus du tout pareil. Donc c'est un gros plus. Et même, j'ai envie de dire, sur tout ce qui est alimentation, ça m'a aussi un peu débloqué parce que je commençais un peu à me lasser. Et de faire ça, ça m'a relancé un peu l'appétit, on va dire. Donc non, franchement, très très bonne semaine, très productive. Magnifique. Parce que pour ceux qui du coup n'avaient pas écouté le premier podcast ou ne sauraient pas, je coach Mathéo, donc du coup on a mis ça en place après concertation. Donc ça a donné de bons résultats. Exactement. Bon, et toi, retour sur ta semaine, comment ça a été? Ça s'est bien passé? Bah, plutôt bien, plutôt bien. Les trainings sont vraiment productifs. Je commence à sentir la différence aussi d'avoir une routine vraiment fixe et m'entraîner tous les jours à la même heure avec même repas, même durée entre le repas et le training. Et aussi d'avoir bah, plus de stabilité, hein. Forcément, je suis un peu plus lourd. Je pense que ça se voit au niveau de ma gueule. Mais forcément, là, ouais, le poids est remonté. Je suis autour des 75-76. Donc, bah, quand on a passé une grosse partie de l'année autour de 64-65, on sent la différence. Donc, tous les gros mouvements, bah, par exemple de terre, de rowing, même de pousser pour les pecs. euh, Vraiment, il y a de plus en plus de stabilité, de force, mais quand même un physique qui look bien. Donc, c'est plutôt cool. Ouais, c'était plutôt une bonne semaine de ce point de vue-là. Même au niveau du sommeil, ce qui est marrant, c'est que j'ai quasiment des fois les mêmes durées de sommeil. Parce que moi, je dors avec ma montre, hein. Je suis un mec un peu chelou. Mais je dors avec mon Apple Watch. Et du coup, j'ai les durées de sommeil au réveil. Des fois, je me réveille, je vois littéralement ouais, 7h31. La nuit d'avant, 7h31. Tu vois. Vraiment, Waouh. le robot, quoi. Des fois, ça fait même pareil avec les steps où inconsciemment, je me retrouve à faire des 10 300, mais quasiment la même chose, quoi. Donc, Ouais, c'est que c'est une habitude qui est restée ancrée finalement. ouais, quand tu fais un peu tout le temps les mêmes trucs au même moment, ça finit par s'implémenter. Même si j'ai pas du coup les mêmes jours de training chaque semaine, vu que j'ai un programme sur 8 jours et pas sur 7. Euh, Ce qui est un peu un challenge, parce que moi je suis un peu quelqu'un qui aime la routine, genre plus, plus, plus. Donc pour l'instant ça me va comme ça, mais je pense que sur la prochaine prog, je demanderai à avoir, enfin à mon coach à avoir un programme sur 7 jours. Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu galère des fois quand tu dois prévoir tes semaines à l'avance. Tu sais jamais quand tu t'entraînes. Ouais, c'est de l'organisation, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Après, ça, c'est vraiment Ça te laisse proportionnel. ça te laisse une plus grande liberté en fait, mais c'est un peu plus compliqué, on va dire. Ouais, c'est ça, parce que du coup, proportionnellement, j'ai plus de jours de repos. Vu qu'en fait, j'ai 3 jours sur 8 alors qu'avant, j'avais 2 jours sur 7. Donc, ça fait comme si, en moyenne, j'ai calculé, ça fait genre comme si j'avais 2,4 jours de repos par semaine. Donc, en vrai, je gagne quasiment un demi-jour de repos. Mais du coup, c'est jamais trop le même moment. Donc, bah, par exemple, quand tu veux aller tourner tes reels, quand tu as des journées où du coup tu veux placer, je sais pas, des blocs de création de contenu et tout, tu dois le décider plus la semaine même qu'à l'avance, dire tous les jours de telle semaine j'irai filmer, tac, j'irai écrire les scripts, etc. Ouais. C'est la vie d'un coach. Limite, tu passes plus de temps à ne pas coacher que coacher, quoi. Ah ça, j'en doute pas. Faut s'y faire, quoi. Ça fait partie du jeu. Alors, honnêtement, je kiffe ce jeu-là, d'ailleurs. Ça fait un peu RPG, je trouve, la vie de go muscu, de faire du coaching. Enfin, il y a un peu un truc de. T'as l'impression de vivre dans un jeu vidéo, quoi. Ah, c'est pas si facile, hein. Ah non, ah non. Parce que des fois, il faut toujours. Tu fais tes actions, mais t'as pas les résultats concrets qui te tombent dans la main directement. Et c'est Mm. pas pour autant que tu vas pas les avoir. Ça marche dans Ouais, tout. exactement. La Après, patience. ouais, la patience.
Je dirais la patience et surtout la passion aussi, c'est important. Parce que clairement, si tu, par exemple, tu fais du coaching que pour l'argent, ça va être compliqué. Honnêtement, Oui, c'est vrai. l'expérience ne le faites pas pour ça. Enfin, sinon, ça marchera jamais. Bon, du coup, on se retrouve pour parler de quoi aujourd'hui? Bah, on va parler du meilleur exercice par groupe musculaire. Parce que ça, je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser toutes et tous. On va donner nos avis. Et surtout, on va commencer par les groupes musculaires les plus intéressants. Parce que je pense que voilà, vous préférez qu'on aille direct dans le sujet. Donc, on va commencer par les mollets. Voilà. Et surtout, c'est un sujet où on va avoir beaucoup de débats. Parce que Mathéo, si vous ne le savez pas, il fait pas les mollets en fait. Bah arrête. Hein? Tu skips. Voilà. Non, alors, je marche. Ça compte. Ça, c'est l'effet. T'as pris du poids, donc tu te dis, vu que je marche, surcharge progressive, quoi. Ouais, ouais, non, non, mais j'ai pas besoin parce que en fait, moi, génétiquement, je suis avancé là-dessus, t'inquiète. Donc, du coup, t'as un avis, j'imagine. J'ai un avis, effectivement. Bah, pour moi, honnêtement, bah, j'ai pu quand même la tester à Flex Gym. Je Ouais. dirais un pattern en fait, de mollet assis, parce que finalement, la surcharge est plus simple, plutôt qu'une presse où t'as un risque de débordement des pieds, tu peux glisser, etc. Que là, sur une machine vraiment fait exprès, c'est top du top, quoi, je trouve. C'est vrai que. Alors, moi, je suis un peu en mode 50-50 là-dessus. C'est plus que je pense qu'il faut avoir vraiment une bonne machine de mollet. Alors, il faut savoir que dans le cas de Mathéo, il s'entraîne au Flex Gym. Donc, lui, il a accès à des très bonnes machines. Et la machine à mollet, je l'avais essayé, c'est une Nautilus. Donc, Mm. elle est relativement quali. Tu peux avoir une grosse amplitude. Et le plateau est un peu incliné. Donc, en fait, tu peux Ouais, vraiment. tu peux placer tes pieds différemment en plus. Voilà, il y a vraiment ce truc de, tu peux aller vraiment chercher une grosse amplitude. Moi, le problème de la plupart des machines, je trouve, bon, déjà, elles appuient beaucoup sur les quadriceps. Il vaut mieux pas les avoir fait avant. Et surtout, t'as pas d'amplitude. Enfin, en tout cas, moi, celle que j'ai dans ma salle, l'amplitude, elle est pas folle. Donc, je sais qu'à titre personnel, pour ce côté-là, justement, gratter plus d'amplitude, je préfère les mollets à la presse parce que tu as un peu plus de surcharge. Mais il faut rester assez clinique, en fait. Enfin, Ouais, faut être vigilant, hein. réflexion. Faut être vigilant parce que, alors je suis quelqu'un, effectivement, vu que je fais les mollets environ 18 fois par semaine, non, mais ça me fait un peu peur, en fait, moi, le côté de la presse, parce que, bah, pour faire les mollets, t'es quasiment jambes tendues. Donc, tu sais, ça peut aller vite, t'as un pied qui glisse, n'importe quoi. J'ai toujours cette petite peur, on va dire. Sur sur l'atrophie musculaire ou enfin, sur l'atrophie, ouais, sur la contraction, etc. Je pense que une peut être aussi bien qu'une machine mollet assis, mais après, je pense que c'est plus une préférence personnelle si les deux machines sont quali, on va dire. Ouais, c'est ça, ça va souvent dépendre du matos que vous avez à disposition. Si vous entraînez je sais pas, à Fitness Park, bon, en vrai, la machine à voler de Fitness Park, c'est pas extraordinaire. À Basic Fit, il n'y en a même pas en général. Enfin, c'est des mollets debout, mais il n'y a pas de mollets assis. Mm, mm. Et la différence, c'est que vous avez quand même plus de tension sur l'étirement quand tu es sur une presse, là où sur un mollet assis, tu vas avoir un gros pic sur la contraction. Ouais, Donc, un petit peu différent là-dessus. Moi, je dirais que l'idéal, c'est d'avoir les deux. ouais, c'est complémentaire. Voilà, une fois sur une séance, une fois sur l'autre. Maintenant, moi, si je devais en garder qu'un, je garderais mollet à la presse. Ok, Par préférence pour le confort, pour la surcharge. Idéalement, une presse assise, je trouve que c'est un peu mieux. Ça évite déjà que vous ayez à charger 50 plaques par côté. Ça ok. va permettre à prendre aussi, c'est un peu relou. Et tu auras les jambes un peu moins tendues, donc c'est un peu mieux. Je suis d'accord, je suis d'accord. Après, c'est une question de préférence, effectivement. C'est ça. Donc, je pense on est bon pour les mollets. Maintenant, on va passer aux fessiers. Bon, les fessiers, il n'y a pas énormément de choix pour le coup. Moi, si je devais choisir, je partirais sur un hip thrust à la Smith ou une machine à hip thrust, mais ça dépend de votre machine à hip thrust. Mais en tout cas, un hip thrust assisté, gros pic sur la contraction, vous allez pouvoir globalement plutôt bien charger. Et si vous le faites bien, en termes de tension sur les fessiers, je trouve que c'est ce qui permet d'avoir le plus justement de tension mécanique par rapport à des exos d'isolation ou des machines à abducteurs ou autres. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Ouais, j'allais dire la même, sur vraiment une prise de muscle pure avec une surcharge vraiment qui peut être top du top. Oui, effectivement, un hip thrust à la Smith ou avec une bonne machine, ça peut le faire. Je pense que c'est le mieux, on va dire. Après, moi, j'ai un petit exo.
que j'aime pas mal, c'est un hip extension vraiment focus fessier. Comme tu sais pour faire des lombaires, mais en fait Ah oui. tu refermes vraiment ton haut du dos pour focus les fessiers. T'es plus sur de l'étirement qu'autre chose, tu vois. Mais je trouve que c'est quand même c'est complémentaire, tu vois. Elle te tabasse la gueule celle-là, hein. C'est Ouais. Ouais, honnêtement, ça, c'est un peu différent du coup, parce que comme tu dis, c'est plus de tension sur l'étirement. Celui-là, il nécessite, je pense, d'avoir quand même une technique, tu vois, qui fait que ah oui, tu vas pas tout foutre dans le dos, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont remonter avec le dos, qui vont pas vraiment savoir recruter leurs fessiers. Donc ça s'apprend. Et ne pas aussi tout envoyer sur les ischios. Voilà, réussir à comprendre comment recruter les fessiers, je bah, dirais. je pense que c'est nécessaire de réussir d'abord à maîtriser le mouvement pour les ischios, pour après essayer de dissocier avec les fessiers, tu vois. Ouais, c'est ça, clairement. Mais ça peut être vraiment complémentaire aussi, parce que si tu veux vraiment focus dessus, tu vas pas foutre 50 séries de hip thrust par semaine et il n'y a pas beaucoup de choix d'exo pour les fessiers en général. Euh, Après, il y a d'autres options hein, dont on n'a pas parlé qui sont un peu hybrides. Tu peux avoir une presse avec les pieds hauts, même si un peu compliqué de surcharger du coup, enfin, surcharger correctement. Puis surtout la technique aussi qui demande quand même d'être bien appréhendée, de pas Mm. justement travailler le quadriceps à la place ou les adducteurs avec les pieds hyper écartés. Donc c'est de réussir à mettre les pieds hauts Sans sans, enrouler le bassin. sans rouler le bassin et tout en mettant assez lourd en allant à l'échec. Donc c'est quand même un peu technique. Ou sinon, bah, il y a du Après, on RP. parle de gros exos type polyarticulaire, mais un exo, par exemple, moi que j'ai mis à Marianne, c'est du kickback. Et très bien exécuté. Attention, c'est dévastateur, hein. Au niveau des mouvements et de la progression, c'est phénoménal, hein. Parce que tu peux avoir une bonne surcharge progressive à condition que tu montes en poids. C'est un peu comme les élévations latérales, tant que ton mouvement reste bien stable, en fait. Ouais, c'est ça. Tant qu'en fait tu as standardisé, que tu as trouvé ton placement, ta technique, ton amplitude, et qu'en fait tu surcharges mais en gardant toujours ça. Parce que quand tu arrives à vraiment bien isoler ton fessier, ouais, franchement ça tue, hein. Alors c'est rare généralement de voir des gars faire ça, mais Ouais, si tu as un point faible fessier ou que vraiment tu veux le placer, ça peut être plutôt intéressant pour le coup. En tout cas on est d'accord. dans les patterns de fessier. Surtout que c'est vraiment de l'isolation pure. Voilà. Et puis, il faut pas négliger que c'est quand même un des muscles les plus puissants du corps. Ouais, en Donc, plus. faut en profiter aussi, quoi. Là, on peut charger, on peut mettre lourd. C'est un gros muscle. Pareil pour un hip thrust. Je vois beaucoup de gens le faire des fois avec une grosse flexion de genou. Quand même réussir à bien se placer, pas foutre les jambes 10 mètres devant et se retrouver à faire un mouvement qui est pas focus sur les fessiers, quoi. Non, bah après, faut trouver son setup, tu vois, c'est ça le souci aussi. Parce qu'effectivement, ouais, le hip thrust, moi je sais que Marianne, elle a mis du temps vraiment à trouver son setup. Parce que tu vois, elle va se mettre le banc et le step. Euh, on avait commencé, on a essayé de faire avec la machine. Mais en fait, la machine en elle-même, elle est beaucoup, beaucoup plus dure parce que tu as vraiment la tension continue, contrairement à la Smith, où le pic de ta tension est en haut, en fait, forcément. Ouais, parce que ça, c'est une Watson que tu as, je l'avais essayé aussi, j'avais pas trop aimé non plus. Ah, et puis en fait, elle est très, très lourde, honnêtement. Alors, Ouais. l'avantage, c'est que tu as des réglages au niveau du placement de tes pieds. Tu peux régler le plateau, en fait, le mettre plat ou incliné. Mais même moi, honnêtement, elle tape, hein. Donc, C'est dire. c'est dire, c'est dire. Moi qui fais Alors, vraiment beaucoup les mollets et le fessier, tu parles en connaissance de cause, quoi. ah ouais, ouais, complètement. Ouais, on a vraiment commencé sur des groupes musculaires que Mathéo fait beaucoup. Euh, J'adore. bon, après, pour les fessiers, honnêtement, je suis pas non plus en reste parce que pour le coup, j'ai aucun exercice de fessier maintenant. Vu qu'en fait, moi, je suis monté sur scène, en fait, j'avais que du fessier en bas du corps. Donc, du coup, ouais, ça se voyait un petit peu, quoi. Le mec a pas d'ischio. En vrai, j'avais des quads, mais vraiment tout dans le fessier, quoi. D'ailleurs, Bah, si ça passe en bikini, quoi. ouais, ouais, c'est ça, mais en body, c'est un peu embêtant. Un peu embêtant. Surtout qu'en plus, ils étaient pas aussi striés que ça, donc ça me fait un peu chier, quoi. Genre, en fait, j'ai l'impression d'avoir de la masse, mais peut-être pas autant de définition que ça. Ouais, mais c'était peut-être pas assez, pas une assez bonne maturité musculaire encore. Ouais, je pense, parce que en vrai de vrai, je pense que honnêtement, pour ceux qui ont suivi ma prep, sur la fin, je pense pas que j'aurais pu tirer beaucoup plus. Parce que franchement, vu la durée de la prep, vu T'aurais la. pu tirer l'hôpital, je pense.
Je pense, non, en vrai, je pense parce que en soi, en plus, vous savez, vous voyez souvent quand vous suivez des preps, parce que là, en plus, il y a eu beaucoup de gens qui étaient en prep il y a pas longtemps, full day of eating, refeed, 500 grammes de carbs la veille de la compétition et tout. Moi, c'était non, 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 hein, je peux vous dire, il y a pas eu ça. Il y a vraiment eu que avant l'Espagne, allez, où là, on a fait une peak week progressive et j'ai fini à 400 grammes de carbs à la fin. Mais sur toute la prep, hors peak week, j'ai eu 3 jours de diet break. Et c'était genre 2300 cales. Donc, il n'y a pas vraiment de truc de ouais, non, mais la prep, ça va, tu peux recharger, nan, nan. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à 2300 cales, actuellement, t'es en déficit agressif, toi, hein. Ah ouais, là, ça ferait mal, hein. Parce que du coup, pour info, là, je suis à 3575 cales en jour on et 2995, 3000 quasiment, en jour C'est off. terrible, c'est terrible. Pour moi, c'est pas énorme, hein. Ah, d'accord, ouais. Non, mais moi, quand je vois des gens qui montent à plus de 4500 calories, je me dis, bah voilà, moi, en fait, je suis en sèche comparé à eux, quoi. Mec, dans l'abus, non, après, moi, je suis petit. Pour prendre ça aussi en compte, je fais 1m71, 72. Toi, c'est à peu près Ouais, pareil. ouais, 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 t'inquiète. Ouais, Faire ouais. un mètre, bah ouais, ouais, 1m60, 70, ouais. C'est pour ça que les calories, ça varie, hein. Moi, j'ai pas d'être en déficit, mais voilà. Ouais, chacun son. Après, je sais que moi, j'ai pas un gros appétit, donc ça me va, en fait, tu vois. Bah ouais, c'est limite, des fois, c'est pas si mal. Parce que l'appétit, enfin, pour moi, je pense qu'il vaut mieux avoir un plus petit appétit et le laisser progresser tranquille plutôt qu'être quelqu'un qui sait pas trop se contrôler. Bon, même si moi, je me contrôle, hein. Hmm. Mais d'avoir cette tendance à, si tu ouvres la porte Tout désingué. à tout dévaliser, t'es finito, quoi. Ouais, grave. Ça, c'est la merde, ça. Et dans l'idée, je pense vaut mieux limite passer une journée à rien manger que manger 6000 cales comme ça pour rien. Oh oui, je pense, ouais. Ça, c'est sûr. Parce que le body fat que tu prends après, vas-y, va le perdre. Je l'ai vécu, t'inquiète. Ouais, on est à peu près dans la même sauce, quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu divagué, par Ouais, hasard? on a divagué, puis en plus c'est con parce que j'avais une transition parfaite. J'avais dit Putain. que j'avais beaucoup de fessiers et pas beaucoup d'ischio. Bah du coup, on va pouvoir passer sur les ischios. Voilà. Allez. Le muscle de la discorde. Je suis en mesure d'en parler. Comment ça? Moi, les ischios, ça va. J'aime bien. Toi, ça va. Là, ça y est, on Ouais, arrive sur ton terrain de jeu, normalement. ça va. Bah, du coup, je te laisse ouvrir le bal. Euh, on part sur quoi? Si je devais en choisir qu'un à laisser? Ouais, si tu devais choisir un seul exo pour le restant de ta vie pour les ischios. Un seul exo pour les ischios à laisser. Je sais pas si je prendrais un pattern d'étirement ou de contraction. Je pense que je serais plus sur du leg curl allongé, je pense. Un très bon leg curl allongé, où vraiment tu as une grosse stabilité sur ton bassin, où tu laisses ton bassin en position fixe, neutre. L'avantage, c'est que du coup, quand tu as vraiment le bassin bien positionné, tu ne peux pas charger énormément et ça te laisse une grosse marge de progression. Et je trouve que bah, ça va bosser vraiment bien ton ischio sur l'intégralité du mouvement, quoi. Ok. Après, RDL reste complémentaire, hein. Bon, RDL, ouais, c'est sûr que moi, si je devais choisir, déjà au niveau des leg curls, moi je suis plus team leg curl assis du coup. Ok. Mais un bon leg curl assis. C'est-à-dire que Mm. pour moi, je trouve que à choisir, même si j'aime bien les deux, et j'ai les deux dans la prog, hein, le leg curl a une meilleure stabilité en général, et enfin le leg curl assis. Et l'inconvénient principal du leg curl allongé, c'est que tu auras beau faire ce que tu veux, tu auras toujours un peu cette tendance au bout d'un moment à venir décoller les fessiers en fin de mouvement, qui du coup est un peu embêtante, là où sur un leg curl assis, si tu peux placer ton pad au-dessus de tes genoux, tu peux te tenir, du coup tu peux être vraiment fort, aller chercher un gros étirement et vraiment littéralement être planté dans le siège, pas bouger et avoir que les ischios qui bougent. Et avoir Je suis du coup d'accord avec toi. un Ouais, espace. un pattern de curl, je parlais en général. Après, allongé assis, je pense que euh, sur la prise de muscle en général, hors tic de mouvement, je pense qu'on est sur la même chose si tu appliques la surcharge. Par contre, en stabilité, effectivement, moi, entre mon leg curl allongé que j'ai là-haut, qui est un Panata, ou alors un leg curl assis Matrix, je prends le leg curl assis Matrix, hein, 1000 fois, hein. Parce que il est beaucoup, beaucoup. En fait, on le sous-estime, mais il est extrêmement stable, hein.
Et puis il y a beaucoup de réglages surtout. C'est-à-dire que Puis il est vraiment, lourd, ce bâtard. ouais, pour mettre le full stack, vas-y quoi. Non, honnêtement, c'est marrant la différence que tu vois entre un lecteur assis Matrix et un Technogym qui est, je pense, tu me dis c'est quoi la pire Horrible. machine qui existe, je pense direct au lecteur acide Technogym. Bah, c'est ce qu'on a, nous. C'est une abomination. Putain, c'est ouf que dans une salle aussi bien, il y ait des machines aussi nulles. C'est paradoxal. Mais non, lecteur assis Technogym, vraiment horrible. Franchement, si j'ai le choix, je préfère mille fois faire un allongé Technogym que assis. Parce que bah, littéralement, le boudin qui arrive en dessous des genoux, ça n'a aucun sens, en fait, à part juste te faire mal et pas du tout t'aider à être stable. Là où un Matrix, tu peux être bien ancré dans le siège, avoir un gros étirement en haut du mouvement, et du coup on sait que la tension de l'étirement c'est quand même relativement intéressant, et vraiment te tenir au truc, donc pousser fort, te pousser dans le siège. Bon, l'idéal c'est de t'attacher avec une ceinture. Oui. D'ailleurs, en plus, je crois que c'est Denis Gallois qui en a sorti une, donc je Ouais. pense que je vais peut-être investir après, parce que ça peut être moins Alors, cher que ça. je vais dire un truc, je dis ça comme ça. Moi, j'utilise une ceinture que j'ai achetée chez Brico Dépôt, hein. Voilà. C'est Ça, exactement la même chose, hein. on sent le gars manuel. Bah, ça coûte pas 30 euros au moins. Ça m'a coûté 5 euros. Ah ouais, putain. Ben oui. Parce que moi je suis un C'est clochard, une j'utilise sangle, les tu élastiques vois. de la salle, mais. Non, non, en fait, tu vois, c'est une sangle qu'on prend pour attacher, tu sais, sur les remorques et tout. T'as Ok. plusieurs largeurs, donc moi, bon, elle est un peu fine, mais tu peux en prendre une qui fait genre 6 centimètres de large. Et en fait, tu la mets normale, tu la serres. Et après, bon, ça, elle va être longue, donc au pire, tu la recoupes à 2 mètres, tu vois. Ok, ok. Et puis, tu vois, moi, j'utilise sur tous mes patterns. Donc, quand j'avais, parce que du coup, on a switch. Non, je l'ai encore, en plus, je dis de la merde. J'ai du leg curl assis. En plus, moi, du coup, malheureusement, j'ai le Technogym. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que sur Mauvais, celui-là, j'aurais pu te programmer ça, quoi. j'ai le Technogym et du coup, en fait, je me sangle sur le dossier. Parce que le problème, c'est que tu pars en avant sinon dès que tu commences à charger. Ah Parce qu'en ouais. fait, vu que t'as le boudin au-dessus du genou, l'autre en dessous de la cheville, donc du coup, bah, tu charges, en fait, ça te fait glisser en avant, même si tu te tiens. Ouais, donc toi tu t'attaches au dossier, quoi. Je m'attache au dossier, comme ça, au moins, il n'y a pas de triche. Ouais, non mais c'est vrai que c'est Pareil, plus. je m'attache au belt squat, je m'attache au hack squat, Au hack comme squat? ça. Au hack squat, comme ça, je relève pas le dos, en fait, du dossier. Putain, bah, en plus j'ai regardé ton set tout à l'heure, j'ai même pas fait attention. Ah si, si, j'ai la ceinture et je suis attaché. En vrai, c'est pratique. Si t'as tendance à trop Bah, bouger. ouais, c'est ce que j'ai vu de Yannet, et en fait, t'as une beaucoup plus grosse stabilité. En fait, moi, j'ai le facteur où le dos reste plaqué, j'ai la ceinture pour vraiment gainer les abdos, les lombaires, tout ça, et j'ai les chaussures. Donc au moins, tu vois, Starter pack, mais t'as si une j'ai bonne. pas de quad, je suis une grosse salope, quoi. C'est ça. En plus, on va pas tarder à y arriver sur les quads d'ailleurs. Les fameux. Mais bon, en tout cas, au niveau des ischios, ouais, moi je suis plus leg curl assis. Après, c'est un peu difficile de choisir entre RDL et leg curl, je trouve, parce que c'est quand même deux patterns un peu différents, parce que là, on est sur de l'isolation et un mouvement mono-articulaire, là où le RDL, ça va engager plusieurs articulations. Je pense qu'en plus, le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas trop bien exécuter un RDL et vont souvent trop prendre les fessiaux dans le dos. Mais vraiment, avec un focus ischio, je pense que c'est là où tu peux mettre le plus de tension. Mais le truc, c'est que tu peux pas te baser que sur ça. Donc, toujours un peu difficile de choisir. Même si je pense que c'était un point faible ischio, faire que du leg curl, c'est pas la solution non plus. Moi, par Non. exemple, qui a un point faible ischio, dans la semaine, j'ai du leg curl allongé et du RDL au belt sur ma séance legs euh, de milieu de semaine. Et sur ma séance densité ensuite, j'ai du leg curl assis, du leg curl allongé et du soulevé tard jambes tendues à la barre. Donc, Ouah. j'ai deux patterns de RDL et j'ai trois fois du leg curl dans ma semaine. Donc, je pense que l'idéal, si vous avez vraiment un point faible à ce niveau-là, c'est d'avoir les deux régulièrement, type de pattern, d'apprendre à bien les exécuter. C'est-à-dire que sur le RDL, ne pas descendre trop bas. Parce qu'en fait, si tu commences à descendre trop bas, tes genoux vont s'avancer et là, tu vas étirer ton fessier. Donc, garder les jambes tendues le plus possible avec la barre juste en dessous des genoux. Et sur les mouvements de leg curl, réussir à vraiment ramener au maximum sans se décoller sur le leg curl assis et sans décoller le fessier sur le leg curl allongé. Vraiment, c'est un curl, quoi. Bah, c'est ça, je dirais que c'est vraiment complémentaire. Après, si je devais programmer à quelqu'un qui débute vraiment, je mettrais pas tout de suite du RDL, tu vois. Parce que c'est tellement complexe, c'est un truc que j'implémenterais peut-être un petit peu après.
Ouais, je suis d'accord là-dessus aussi, ouais. C'est un mouvement qui est un des plus techniques, je pense, et vraiment aller à l'échec musculaire dessus, ça demande quand même d'avoir de l'expérience. Donc commencer par du leg curl, ça peut être bien aussi pour apprendre à connecter correctement avec les ischios, hein. Mais c'est ça, on est d'accord. Bon, maintenant le plat de résistance. Les adducteurs, Ah, merde. machine à adducteurs, voilà. Ouais, Next. bah ouais, y a pas grand-chose d'autre, hein. Allez. Next. Les quadriceps. Ah, Grosse bagarre, là. bah, C'est quoi? Je te laisse commencer. ok, ok, on va commencer. Bah, écoute, Du moi, squat, hein, on est d'accord, hein, ouais, squat à la barre libre. Non, mais vous savez, Ronnie Coleman, il faisait ça, hein, donc tout faire comme Ronnie Coleman, hein. Le problème, c'est que ça, c'est des choses que j'entends vraiment, donc je rigole, mais du goblet squat. ouais, incroyable. Ouais. Des fentes, voilà, fentes marché. Ça, c'est Marché, pas ouais. squat. Non lesté. Oui, faut pas abuser. Ou de la presse avec une demi-amplitude aussi. Réel, c'est ce que j'allais dire. C'est pas mal. Ah, 300 kilos à la presse, attention, hein, Ouais. Le fléau de Flex Gym, malheureusement. ah, mais ça, t'as dans toutes les salles. Ouais. Quel enfer. Bon, allez, Allez, donc moi sérieusement. en vrai, s'il faut choisir un seul mouvement, bon, je devais vivre avec un seul mouvement, je pars du principe que je m'entraînerai dans une bonne salle, hein, bien sûr. Un bon hack squat, honnêtement, pour moi, meilleur mouvement. Voilà. Flexion de genou maximum, grosse stabilité. Vous n'avez pas le dos qui décolle dans tous les sens et surtout, tu peux vraiment aller chercher ouais, une amplitude et une tension sur l'étirement qui, pour moi, est inégalable. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que j'hésite toujours avec une presse à cuisse parce que la presse combine beaucoup d'autres avantages, mais tu vas avoir moins d'extension de hanche sur un hack squat. Donc on est vraiment, vraiment full quadriceps. Donc pour moi, ce fait-là fait que le hack squat est un peu supérieur. Euh, le pendulum est aussi dans la danse, mais la surcharge est plus compliquée. Donc je trouve qu'à terme, garder un mouvement sur lequel tu peux surcharger, avoir une grosse flexion et une meilleure stabilité, le hack est en tête pour moi. Si vous avez un bon hack dans votre salle, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de quadriceps, honnêtement. Juste apprendre à bien le faire, bien placer ses pieds, être bien stable. Mais par rapport à n'importe quel pattern, s'il a un squat classique, bon, il n'y a même pas débat. Et même par rapport à un squat à la Smith, vous allez avoir moins de stabilité, vous allez avoir le dos dans le vide. Donc quand tu as le dos soutenu, que tu as une trajectoire, tu as juste à te concentrer sur ta flexion, bien respirer, rester stable et enchaîner les reps. Et voilà, tout simplement. Mais je suis complètement d'accord. Je mettrais en top un aussi le hack squat. Peut-être semi-égal avec la presse à cuisse, vraiment avec les pieds bas, tu vois. Une bonne presse, attention, pas la presse de chez Matrix. Euh, non, parce qu'il faut le dire. Le pendule, c'est un peu à part parce que c'est un exo qui est, je dirais, qui est vraiment phénoménal. Parce que, en fait, selon ta morphologie, comme on discutait tout à l'heure en off, tu peux en fait tout prendre dans les quads, comme par exemple moi, parce que je vais avoir une flexion totale sans décoller les talons, en restant bien plaqué contre le siège. Mais en même temps, mais qu'est-ce que c'est dur, bordel! C'est la surcharge sur ce truc, mais tu rajoutes 5 kilos, tu te prends un mur en fait. Donc c'est un peu différent que le hack, tu as toujours une marge de manœuvre, on va dire, même si tu rajoutes un peu de poids. Je me dis que là, je suis à... Donc on a dit, j'étais à quoi? Ma 16e semaine de prise de masse, c'est ça? En Ouais, gros? en comptant l'arrêt, 16e ouais. semaine, c'est ça? Je suis à 4 plaques et demie sur le hack. Je peux encore, j'ai encore de la marge pour en rajouter sur l'épi. Il doit rester encore de la place pour en mettre 4 autres. Donc je pense que ça devrait le faire. Mais ouais, franchement, si vous avez un bon hack, je pense que ça reste un des meilleurs, on va dire, gros exos euh, à mettre dans votre séance euh, en complémentaire d'un très bon leg extension, je dirais. Ouais. Leg extension qui est un peu le seul exercice sur lequel tu travailles vraiment le droit fémoral. Donc il est un peu à part là-dessus. Il y a un bon leg extension en étant bien stable. Si vous vous placez bien, que vous faites un bon effort, c'est un must à avoir dans sa programmation pour avoir des quadriceps, clairement. Forcément un peu différent d'un hack squat. Et en plus, ce que je trouve bien, c'est que personnellement, aujourd'hui, je trouve par rapport à quand j'ai commencé à m'entraîner ça va faire 6 ans, il y a quand même beaucoup plus de hack squat disponibles dans les salles. En tout Mm, cas, mm. dans les basic fit, je trouve qu'il y en a de plus en plus.
À l'époque, c'était très rare. Il faut vraiment se dire que moi, en 2021, quand je regardais beaucoup de vidéos, quand je voyais un hack squat dans une salle, C'était en Amérique ouais, c'est ça. ou en Angleterre. Une salle en France, genre spécifique, genre Fitness Park, place de Clichy, il y avait un hack, c'était waouh, truc de ouf. Aujourd'hui, ça devient plus une norme. C'est pour ça que, bah, honnêtement, pour vous, votre progression, il y a de fortes chances que vous réussissiez à trouver un hack squat dans une salle pas loin de chez vous. Si même dans les basiques et dans tous les nouveaux fitness, il y en a, maintenant, c'est vraiment devenu une machine qui est dans la plupart des salles. Contrairement à un pendulum où là, pour le coup, c'est quand même plus marginal d'avoir des pendulums dans ces salles. Et parfois, ils sont pas fous non plus. Souvent, ça va être des Gym 80. Bon, c'est ok. Donc, ouais, honnêtement, un hack, si vous l'avez dans votre salle, c'est top. Et une presse, bon, là, une presse, vous en avez probablement pardon, tous une. Mais si c'est une matrice, là, pour le coup, c'est vraiment nul. Alors, vous pouvez utiliser des setups, hein. Le but, ça va être de placer des tapis sous votre dos, de vous surélever, d'avoir des chaussures compensées, etc. Mais ça va pas être hyper pratique. En tout cas, à choisir, je préfère un hack matrix qu'une presse matrix. Et quitte à la limite, si vous avez aucun des deux, dans un basique par exemple, vous n'avez pas de hack, vous n'avez pas de, enfin vous avez une mauvaise presse et vous n'avez pas de hack, et bah à la limite, quitte à faire un exo beaucoup plus dur, et bah on va dire des fentes bulgares aux haltères. Ouais, Moi, je pense que tu pourras plus recruter que parce que le problème c'est que je l'ai fait pendant un mois, celle-là, la la presse matrix et j'étais obligé de mettre un step sous, sous mon cul avec des tapis, plus les chaussures, et encore, t'as zéro amplitude. ouais. Tu vois, donc ça reste compliqué en fait. Voilà, le plateau est tout petit, tu Ouais, t'appliques c'est bien, ça. Ouais. elle est pas très bien conçue. Donc bon, c'est bien d'avoir des setups, mais si le setup est juste infernal, au bout d'un moment, vous n'allez pas le tenir. Donc il faut quand même trouver des choses qui, euh, qui, je dirais, sont tenables sur la suite. En tout cas, si on doit résumer, on est plutôt d'accord là-dessus. Donc plutôt hack squat en premier, presse à cuisse quasi à égalité, si vous avez une bonne presse. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Alors, maintenant, on a balayé le bas du corps. On va pouvoir monter un petit peu. Les trapèzes, donc haut du dos, on va dire épaisseur du dos en général. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quel mouvement tu placerais? Alors, je, je vais nuancer. Si on part sur un exo type vraiment où on veut chercher la stabilité, on veut chercher quelque chose où on focus vraiment que les trapèzes en eux-mêmes, je dirais un exo, un chest supported row en fait, tu vois. Soit vraiment assis, soit un peu incliné vers l'avant, où vraiment tu vas avoir les coudes ouverts. Et si on part sur un exo, on va dire un peu plus, ça va y bosser, mais il y aura un peu du reste de la chaîne post. Un bon gros rowing, coude ouvert, y a pas à dire, c'est un très bon exo, je pense. Ouais, 100% d'accord. Là-dessus, vraiment 100%. Comme Mathéo disait, hein, si vous devez plutôt isoler, vraiment choisir un mouvement où t'as pas beaucoup d'autres groupes musculaires qui entrent en jeu, un chest supported row, c'est très très bien. Permet d'être vraiment stable, d'avoir ce focus vraiment coude ouvert, les amener vraiment derrière le corps et avoir au maximum de recrutement des trapèzes. Maintenant, si on parle de tension en général sur le dos, qui peut apporter au trapèze? Le rowing, c'est clairement un must. Et il a longtemps été, je dirais, très unpopular. Diaboliser, Enfin, moi, quand j'ai commencé, honnêtement, mes premières années, c'était un truc, tu disais, ouais, le rowing, en fait, ça sert à rien, c'est un mouvement de merde. ouais, Mais parce que les gens pensaient qu'il fallait faire du rowing pour avoir des grands dorsaux énormes, alors qu'il n'y avait pas cette notion d'impact global sur les différents muscles du dos et la tension que ce mouvement-là peut apporter. Également, ça t'apprend toute la stabilité que tu peux avoir au niveau de ton dos et tu peux vraiment charger. Donc, euh, si vous le faites bien, que vous amenez bien vos coudes, enfin, vous amenez bien le mouvement avec vos coudes, pas juste tirer bêtement, c'est un excellent mouvement. Et je sais que moi, personnellement, le dos en général est un point faible. Ouais. Enfin, tout ce qui est derrière mon corps, en fait, est un point faible, sauf les fessiers et les mollets. Bah, le rowing m'a énormément aidé à ce niveau-là à choper vraiment une densité de dos parce que c'est un mouvement où vous allez avoir beaucoup de tension. C'est pour ça que la théorie c'est bien, mais il y a aussi ce qu'on fait en pratique et faire que des tirages, chest supported, etc. Si vous faites que ça, vous allez certainement passer à côté de gains possibles. Donc il y a des exos optimaux qui sont intéressants. C'est pour ça qu'un chest supported c'est toujours intéressant d'en avoir au moins un dans votre semaine, mais placer un mouvement de rowing. Honnêtement, que mine de rien, un bon rowing fait aussi que tu bosses ton gainage. exactement.
parce que ça bosse quand même vachement sur ta stabilité et ça reste important pour les exos d'après en fait finalement. Ça t'apprend aussi à bien gérer une charge, à rester stable pendant un mouvement. Parce que c'est un mouvement quand même, il faut réussir à rester penché, donc stable, tout en tirant en même temps sans pour autant se relever. Donc ça reste quand même assez demandant. Et, euh, et de toute façon, si vous regardez aujourd'hui les meilleurs en général bodybuilders, ou bodybuilders naturels aussi, qui concourent, vous allez voir que ceux qui ont un gros dos, ils font du rowing. Regardez AJ Morris, Kifi, etc. Ils font tous du rowing. Voilà. Alors oui, on va dire, qu'est-ce qui prouve que, mais voilà, les gens qui ont de l'expérience le font et ça fonctionne. Donc, passer du rowing comme Donc ça. on applique et puis c'est tout. C'est ça, voilà. Science base, c'est bien, mais c'est quand même bien de faire un mix de la science et la pratique, hein. On est Pas d'accord. être full l'un ou full l'autre. Ensuite, bon, suite logique, grand dorsaux. Là, les grands dorsaux, bon, en ce qui me concerne, ça va plutôt être un pattern de tirage coude vers la hanche. De toute façon, c'est la fonction du grand dorsal. Donc, dans l'idéal, soit vous avez très bonne machine, comme par exemple une Nautilus euh, verticale, je dirais plus un tirage vertical, mais sinon, globalement, un tirage à la poulie fera l'affaire. Donc, en unilatéral, sur banc, avec du coup, tirage coude vers la hanche, tout simplement. Ouais. Tu vois, moi j'allais dire, il y a deux types, soit tu as du tirage horizontal, coude vers la hanche, ou vertical, coude vers la hanche. Ouais, plutôt vertical. Euh, mais si je devais en laisser un seul, vertical 100%, hein, vraiment, les gains que m'a apporté cet exercice-là, sont phénoménaux. C'est faramineux. Puis, si tu trouves ta stabilité, tu es bien placé, tu te tiens avec ton autre main sur l'appui sur le banc, etc., il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Ah, complètement, complètement. C'est un exo qui est quand même assez technique, surtout que si tu commences à vouloir charger très lourd, tu vas vite bouger dans tous les sens. Si tu te mets bien au fond de ton banc, que tu arrives à comprendre que tu te stabilises avec la main, avec la jambe, et qu'au moment où justement il faut bah, tu vas pousser, tu pousses au bon endroit et tu tires en même temps en restant stable, bah là tu as déjà une contraction de ouf. Tu as vraiment ce mouvement de coup de vers l'ange que pour moi tu peux avoir aussi bien qu'en uni. Un tirage vertical neutre, c'est très bien aussi. Mais quand on parle vraiment du meilleur recrutement possible pour le grand dorsal, je trouve qu'en unilatéral, on est quand même beaucoup plus à même de le faire. Et en plus de ça, tu peux aller chercher un étirement, donc une tension sur l'étirement qui est absolument phénoménale. Donc en termes de recrutement, en termes également de recrutement de ces fibres-là qui ne sont pas forcément faciles à aller chercher. Tirage vertical en uni, 100%. Un horizontal, c'est très bien aussi, mais s'il faut choisir, plus d'intérêt sur un vertical. Moi, personnellement, j'ai ce mouvement-là dans la prog depuis 2 ans et je l'ai toujours et je pense que je l'aurai toujours, que ce soit sur poulie ou sur machine. Juste apprendre à bien le faire avec bah, l'épaule en position basse et pas bouger dans tous les sens. Après, il y a toujours un débat sur est-ce qu'il faut décrocher l'épaule ou pas. Mais ça, chacun son avis, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais, si je devais en choisir qu'un, je prendrais celui-là. Mais un exo de cœur, si je devais le dire, ça serait un pullover, mais à la cuff unie, tu vois. Euh, Ouais. c'est un exo qui a vraiment une très très bonne sensation, mais après ta surcharge devient vite difficile, quoi. C'est un mouvement, là, pour le coup, vraiment, bah, d'isolation, tu n'as pas du tout d'intervention du biceps. Et beaucoup de gens ne sauront pas le faire sans plier le coude, mais très bien exécuté, c'est vrai que ça tue. Hmm. Franchement, j'en ai pas dans la prog, mais si je devais me refaire ma prog moi-même, peut-être que je me le mettrais, tu vois. Ouais, je pense que ça peut être une idée. Ouais, à garder en tête. Tu vois, c'était un retard grand dorsal ou envie de vraiment juste le focus, mais sans pour autant taper les biceps, qui parfois peuvent vite prendre le dessus, euh, sont les mouvements en uni, hein. C'est pour ça que Hmm. pullover à la cuff en uni, très intéressant, plus qu'un juste un pullover à la corde où Ouais, il y aura un peu plus d'intervention peut-être des autres groupes musculaires. je pense. Et du coup, pour finir au niveau de tout ce qui va être chaîne post, on va dire, le deltoïde postérieur, pour entamer un peu les épaules. Je te laisse me dire, toi, quel mouvement tu placerais. Beaucoup de gens, enfin, du moins de ce que je vois et de l'expérience que j'ai, ont tendance à faire de l'écarté, euh, tu sais, sur le fly, Pec deck, ouais. le pec deck, ouais. Donc ils font en reverse. J'aime pas du tout cette machine. Alors moi je suis pas à l'aise, je sais pas si c'est moi ou quoi que ce soit, mais je ressens pas du tout. Moi, un gros pattern de, en fait, tirage coude ouvert vraiment au niveau de à hauteur d'épaule.
Euh, c'est mon truc, je le sens beaucoup plus, que ça soit par exemple à la limite un... Parce que nous on a ça à notre salle, c'est un rowing, en fait t'es à l'horizon, c'est un truc à l'ancienne. Tu sais, c'est genre comme une table de massage, tu sais, t'es allongé et t'as la barre posée au sol, Ah oui, je vois, ouais, ok. tu vois. T'as ça, donc vraiment, vraiment coude ouvert, je trouve que tu peux focus bien ton arrière d'épaule. Ou autrement, moi je le faisais aussi anciennement aux haltères, vraiment du tirage coude ouvert avec, tu sais, le torse posé sur le banc. Ouais, ok. Après, c'est pas des exos que je fais forcément énormément parce que bah, j'ai, on va dire, relativement des bons delts postérieurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, t'as postérieurs. pas trop Donc, besoin. ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas trop d'expérience là-dessus. Je les ai fait quelques fois, mais c'est pas le plus grand kiff. Je sais que ce qui peut être sympa aussi, et je pense que tu en viendras là, c'est avec les cups, c'est faire du croisé. C'est un très bon exo, mais moi, flemme en fait, hein. Franchement. Bah, c'est un argument comme un autre, hein. Parce Ah que ouais, non, mais on vraiment. fait des Tu sais, exos que quand vous aimez bien. c'est ça. Si ça vous fait chier de le faire, bah, vous n'allez pas le tenir longtemps. Ouais, Donc, bon, après, ça, c'est parce que Mathéo est un flemmard. Mais si vous écoutez réel. le podcast, j'espère que vous n'êtes pas comme ça. Donc, Ne soyez pas comme moi, entraînez-vous. je te jette sous le bus. Oh putain. Mathéo a un physique, donc vous pouvez quand même l'écouter. Ok. Ok. Ça va, je me sens Voilà. légitime du coup maintenant. Donc, il y a quand même de la légitimité, voilà. Au pire, j'enverrai un physique update à ceux qui ne croient pas. Attention. Non, mais, moi, bah, de toute façon, tu as bien deviné ce que j'aurais préféré, parce que tu l'as dit, hein, clairement, un reverse avec des keufs, donc sur une poulie d'angle. L'idéal, c'est quand vous avez une poulie rapprochée. Moi, ce que je fais, c'est je place les keufs à peu près ouais, assez hautes pour pouvoir avoir un mouvement un peu descendant, donc dans l'axe des fibres. Et maintenant, avant, je le faisais pas, mais je me mets contre un banc. Alors là, le setup, Oh là là. voilà, ça te plairait pas des masses, mais en vrai, ça va. Honnêtement, je place juste un banc contre, je prends mes keufs et je fais mes écartés. Avantage, c'est que vous allez être assez stable. Vous n'êtes pas obligé de mettre super lourd, donc tu as vraiment ce truc de étirer au maximum et vraiment aller chercher la contraction sur le bas, donc c'est vraiment de l'isolation. Donc moi, je suis quand même plus à l'aise là-dessus, là où sur un tirage coude ouvert, il faut quand même être suffisamment bon pour pas taper dans les trapèzes. Enfin, en tout cas, ça Mm. dépend ce que vous préférez cibler, mais vu que moi, dans mon cas, mon arrière d'épaule est plutôt bon, mais mes trapèzes sont plutôt mauvais. Enfin, en tout cas, je préfère dissocier les choses et j'aime bien effectivement les écarter plus à la poulie comme ça qu'avec un pec deck. Je trouve que les pec decks sont pas très bien foutus, que souvent la tension est un peu nulle et le placement est toujours un peu galère de réussir à bien se placer par rapport à la hauteur de l'épaule, etc. Donc ouais, soit mouvement à la poulie, soit comme tu as dit, un tirage peut être bien aussi. Moi je suis plutôt team écarté en reverse. Ok, ça me semble legit. C'est honnête. C'est honnête. Pour rester du coup sur les épaules. Ensuite, deltoïde antérieur. Donc, c'est pas le muscle généralement qu'on cherche le plus à rattraper. Bon, c'est assez rare, même si ça arrive, hein, d'entendre des personnes qui veulent plus d'avant d'épaule. Mais ça peut toujours être le cas. Donc, moi perso, si je devais choisir ce serait plus une shoulder press en prise neutre. Voilà. Mouvement qui me paraît le Ok. plus intéressant en termes de tension. Prise neutre parce que plus de confort articulaire et permet de garder les coudes proches de l'épaule pendant le mouvement. Plus qu'un mouvement d'isolation, là où je pense que le besoin de faire des élévations frontales n'est pas forcément énorme. Donc au moins, quitte à avoir un mouvement, un pattern de poussée permet d'avoir un peu de tension en plus sur les triceps et sur le haut de pec, ce qui fait jamais de mal. Ok. J'allais dire, ça dépend. Est-ce qu'on parle système fluide ou on parle hypertrophie, hein, parce que... Ah, pardon. Euh, Et, bah, de toute façon, moi j'ai été dedans, hein. J'ai fait des élévations frontales pendant quoi non, alors, non, hein. si c'est pas un retard, franchement, les élévations frontales, c'est fun. Y a pas à dire. Alors, faut pas le faire d'une manière débile, mais ça fonctionne. Mais si je devais garder un exo, mon exo de cœur, moi, ce serait du développé par les militaires, mais à la Smith, tu vois. Ok, Franchement, intéressant. c'est un exo où, moi, articulairement, il me va et où tu peux facilement charger, tu es en sécurité, tu peux avec la barre facilement, tu vois, t'as pas trop de problèmes. Ouais, t'as la stabilité et tu peux te placer aussi librement avec le banc, ce qui peut vraiment aussi être assez intéressant ça. Ouais, c'est ça, ouais. Puis tu peux régler un peu parce que je sais que t'en as qui vont se placer enfin, le banc un peu plus vertical que d'autres. Donc au moins tu peux régler ça que sur une machine, t'es un peu imposé, on va dire.
Faut que la machine soit bonne, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Même s'il faut, c'est bien aussi que la Smith soit bonne, hein. Moi, ma Smith, elle est vraiment nulle. C'est pour ça que Éclaté au sol. je kiffe ça. Mais c'est vrai que si je pouvais, une Smith peut aussi être assez intéressante. Même si t'as pas la prise neutre, mais t'es pas obligé d'être en prise neutre. C'est que Hmm. sur une shoulder press, je trouve que c'est plus intéressant. Mais un ouais, un pattern de poussée stable, parce qu'un développé militaire aux haltères, c'est fun, mais c'est extrêmement chiant à mettre en place. Enfin, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec vous, sauf si vous ne mettez pas encore très lourd, mais en surchargeant, ça va devenir un peu complexe au fur et à mesure, et il y a toujours le risque de se casser la tronche, quoi. Grave. Donc, ouais, non, plutôt un mouvement stable. Élévation frontale, si vous trouvez ça fun, c'est ok, mais c'est pas quelque chose que je mettrais dans une proc si la personne ne me le demande pas en particulier. Hmm, hmm, hmm. Je suis d'accord. Et du coup, pour finir, les épaules, deltoïde médian. Celui-là, par contre, plus fréquent d'avoir des personnes qui veulent le développer, hein. Euh, Logique. donc vas-y, je te laisse me dire. Euh, J'hésitais entre deux. Franchement, mon choix il va se porter sur les élévations Y, je dirais. Parce que les élévations latérales, alors attention, élévation Y et latérale, je parle bien au keuf, hein, Ouais. et sur poulie pour la tension continue. Et je dirais que les élévations latérales, la différence c'est que l'élévation latérale, moi je positionne la poulie au niveau du bassin, donc je suis vraiment focus sur la partie latérale et sur ton étirement, tu vois. Ouais. Plutôt que Y, moi c'est vraiment placé en bas et je fais vraiment un mouvement bah, de Y avec mon bras qui fait que, en fait, j'ai vraiment une tension d'en bas jusqu'en haut. Et je trouve que j'ai plus de recrutement perso là-dessus. Même si le latéral fonctionne très bien, il n'y a pas à dire. C'est une préférence, je dirais. Ouais, c'est marrant parce que je suis plutôt d'accord là-dessus. Pour avoir Même moi. il est moins fun, tu vois. Ouais. Ah ouais, tu trouves? Ouais, parce que je trouve il demande plus d'énergie, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça. Bah, de toute façon, c'est pas en uni déjà. Donc il y a un Alors peu moi, je ce le fais en truc. uni, attention. Y en uni? Ouais, ouais. Parce que je me stabilise avec mon bras gauche ou droit, tu vois, si tu veux. Ah, mais t'es pas sur banc. Non, Ah ouais, non, moi debout. j'avais. Non, j'avais compris sur banc en Y. Je sais pas si tu Oui, vois comme. après, ça revient, enfin, Oui, le je vois mouvement que ça reste le reste. même. Oui, Le mouvement ok. reste le même, mais en fait, je trouve qu'il est plus taxant en termes d'énergie parce que une élévation latérale, tu vas monter à hauteur de ton épaule. Ouais. Une élévation Y, tu t'arrêtes pas en fait, hein. Non, effectivement. Tu montes jusqu'en haut, quoi. C'est que c'est le seul, je trouve, pattern où tu vas vraiment travailler en position raccourcie. Ouais, l'entièreté en fait de l'amplitude de ton épaule. C'est vrai que je trouve que perso, depuis que je fais des élévations Y, alors moi du coup je l'ai fait un peu différemment, comme tu disais, toi tu le fais debout contre la poulie en te tenant, en uni. Alors que moi du coup je suis sur banc en gros face à une poulie. Moi là encore il faut une poulie d'angle, hein, vous savez, des poulies rapprochées, avec des keufs qui sont à peu près un peu relevés. Du coup moi je les mets quand même plutôt pas tout en bas, généralement un peu à hauteur de hanche. Et je viens faire mon Y du coup. Donc l'avantage c'est que je raccourcis vraiment à fond deltoïde médian. Et donc j'ai vraiment une grosse tension. Et le fait de le faire avec des keufs, en tout cas dans tous les cas, si vous le faites à la poulie, c'est avec des keufs. Si de toute façon il fallait garder un exo, dans tous les cas, pour moi ce sera un mouvement poulie de keuf. Clairement, il n'y a rien à dire. C'est là où il y a la meilleure tension. Mm. Vous allez vraiment amener le mouvement avec votre épaule et pas avec votre poigne. Même si je trouve ça bien de pouvoir tenir potentiellement une poignée à vide dans la main, si jamais vous avez le poing trop serré, que si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Mais utilisez des keufs. Franchement, ça change la vie. C'est game changer, ouais, clairement. Et puis pouvoir le faire en uni, c'est bien aussi pour se focus vraiment à fond sur l'épaule et pas avoir des mouvements de trapèze qui se relèvent. Euh, les élévations aux haltères, moi j'en ai, c'est fun, euh, mais j'en ai en plus des mouvements à la poulie. S'il fallait en garder un, j'en mettrais pas des mouvements aux haltères. Vous avez toute la Mm. tension en haut, mais genre vraiment beaucoup trop, hein, c'est la gravité, hein. Donc quand tu arrives en bas, tu as zéro, mais genre vraiment zéro tension. Donc ben, sur la fin du mouvement, tu vas forcément dégrader un peu ta technique, ce qui est pas idéal. Alors, quitte à faire d'haltère, si vraiment, vraiment faudrait le faire, tu vois, que j'ai pas de solution, ça serait, tu sais, la manière de se mettre. Bah, Romain l'a posté il y a 2 jours, je crois, en story. Tu sais, quand t'es semi-allongé sur un banc, avec l'haltère le long de ton corps, et tu montes, en fait, t'es de côté sur le banc et tu montes à la verticale. Ce qui fait qu'en fait, t'as une tension relativement continue. Je sais pas si tu vois l'idée un peu. Que tu es assis sur le banc ou tu es contre le banc, en gros? En gros, t'as le banc qui est, je dirais, incliné à un cran, donc à 30 degrés. Ouais.
Et toi, t'es assis et tout ton corps est allongé sur le côté. Donc, t'as la main le long de ton corps Ah oui, oui, non, oui, je vois. Oui, ok. Ok, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, et tu moi, vois, parce que tu montes à moi, la je le fais verticale. face au banc, du coup, mais ouais, je vois, du coup, sur le côté. Ouais. Non, vraiment, t'es sur une épaule et puis après, tu te mets sur l'autre, en fait. Ok, Ça serait ok. la solution que je dirais, tu vois. Après, Ouais, si tu veux faut avoir- imager pour mettre une image, c'est un peu compliqué comme exo, on va dire, à visualiser. ouais. Non, je vois ce que tu veux dire, du coup. Mais bon, je le ferai pas. Ouais. Non, Mathéo est exigeant hein, dans le choix des exercices. Ouais. Non, non, Tu m'as envoyé une moi, liste noire de tous les exos qu'il fallait pas qu'il y ait dans la prog. non, et Donc, puis surtout, on a dit que faire les élévations latérales aux haltères, c'est pas le mieux. C'est pas comme si je les ai fait dans la prog où j'ai deux séries à élévation à 22 kilos, quoi. Mais bon, c'est pas grave. le- On n'en parlera pas. on fait pas ce qu'on dit. Nous. Voilà. Ah, Voilà. c'est ce que je dis, pas ce Tout que ce je qui est fais. dit ici, en fait, c'est juste pour avoir un podcast. Hein. La Ah vérité, oui, c'est bien sûr. on est juste des gros escrocs. Hein. Oh la vache. Non, là, ici, on parle juste d'optimal. Mais si vous avez bien compris, dire l'exo qu'on préfère, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres exos possibles. Hein. Voilà, c'est juste une question d'hierarchiser. Mais Puis on dit ce qui est adapté à nous aussi, attention, hein. voilà, il y a plein de facteurs. Il y a ce qui est adapté à nous, il y a ce qu'on aime faire aussi. Enfin, ça compte de ouf. Hein. En tout cas, de faire des choses qu'on aime. Ouais, c'est sûr. Ensuite, les abdos. Bon, il n'y a pas 30 000 solutions, hein. Ouais, French pulley, très clairement, hein. crunch pulley, 100%. Franchement, y a pas de. Ouais, seul mouvement, tu peux. Enfin, c'est pas le seul, mais en tout cas, un pattern de crunch où vous pouvez surcharger, bonne exécution, et puis voilà. Hein. Les abdos, c'est un muscle comme un autre. Ça, c'est vrai que c'est quand même une dinguerie. Mm, mm. Pourquoi est-ce que tout le monde veut se tuer à faire des circuits training abdos? Qui fait des circuits training pec? Et voilà, il faut quand même le dire. Donc, faites vos abdos comme les autres groupes musculaires. Vous faites des Ouais, séries avec une fourchette de rep, vous notez vos charges, vous progressez. C'est tout. Voilà. c'est la même chose, c'est pareil. Donc, abdos, ouais, crunch pulley, on est d'accord à 100%. Allez, next, ça c'est fait. Là, on arrive sur les trois derniers groupes musculaires. On a gardé un peu ceux qui sont généralement les plus intéressants pour les personnes. Donc, on a les bras, donc on va commencer par les triceps. Même si moi, je n'aime pas faire les bras. Euh, mais du coup, les triceps, il y a pas mal de choix pour les triceps. Franchement, toujours un peu difficile de choisir. Moi, je partirais sur un mouvement d'extension à la poulie, coude contre le corps, classique, pour travailler les triceps dans leur intégralité, bien sûr, si je devais en garder qu'un, parce qu'après, il y a les mouvements au-dessus de la tête, où là, on est plus sur la longue portion des triceps. Euh, mais ouais, moi, je garderais plutôt une extension triceps classique. Et toi? Alors, étant donné que les bras c'est mon point faible, Yeah. ouais. En fait, c'est compliqué parce que j'ai eu pendant un an les deux types de mouvements. J'ai eu au-dessus de la tête et en fait le long du corps. Euh, je pense que pour la simplicité du setup, je garderais en fait un classique long du corps en extension. Ouais, Moi, je le fais en ce moment à la barre Z, tu vois. Et je me place vraiment bien sous la poulie pour que la tension soit maximale en fait sur tout le long du mouvement. Et surtout pas de mouvement parasite des coudes, quoi. ouais, ouais, il faut. Et arrivé à un stade, moi je sais que j'ai commencé à le faire parce que malheureusement ça commence à être compliqué, mais quand tu commences à charger, bah je suis obligé de. Je me leste en fait, je prends une petite ceinture pour me tenir au sol parce que j'ai vite tendance ça me lève les pieds en fait quand je fais la remontée. Ouais, je commence à avoir un peu ça aussi. Je pense que je vais refaire pareil. C'est un truc, je vois pas mal de personnes le faire aussi. Ah, j'ai piqué l'idée Timidement. à Flo, tu vois. Ouais, bah moi, à la base, c'était pareil aussi. Hein. J'ai vu Flo le faire pendant sa prep il y a 2 ans. Et vu que je suis un copieur, du coup, Grave. je fais tout On comme n'a lui. Je fais on des n'a pas de compètes. personnalité, nous. Ouais, ouais, aucune personnalité ici, à part les Ninja Creamy, mais c'est tout. Oh putain, C'est le seul truc qui m'appartient, ça. Laissez-le moi. ah le bordel. Non, mais simplement, moi je pense que je garderai ça. Ouais, ok. Mais ce qu'on n'a pas mentionné aussi, c'est potentiellement les dips, du coup. Mais des dips Alors, on serait plus triceps. sur du polyarticulaire quand même, hein. Ouais, c'est moins de l'isolation et surtout un peu plus technique à faire pour ne pas recruter du tout les pecs. Enfin, en tout cas, faut pas se Ouais, pencher vers l'avant et puis avoir de la attention, fatigue. facteur blessure possible.
Ouais. Ou des machines à Donc, dips, sinon. Il faut avoir ma une bonne machine à machine. dip, ça peut être bien, ça. Si vous avez une bonne machine, mais même une Matrix, honnêtement, ça fait largement le taf. Et franchement, c'est plutôt cool normalement. On est d'accord. Ok, donc on est bon là-dessus. Maintenant, encore ton point faible, décidément, les biceps. Du coup, Biceps, biceps. en fait, biceps, il y a tellement d'exos différents. En fait, quand on y pense, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'exos différents. Bah, même Parce si que, on pourrait alors résumer attends, en curl, mais attention. Du coup, on va dissocier les deux. Biceps et brachial, tu vois. ah oui, oui, non, Parce c'est différent. que, La brachial, en vrai, à part du curl marteau, enfin, oui, ouais, curl marteau à oui, la mais poulie ou aux haltères, mais c'est ça. dans tous les cas, Euh, c'est le mouvement. on va faire rapide, brachial, curl, marteau, halter, parce que plus ça me fait chier. Voilà, c'est vraiment fun, Combiné je trouve. avec un cuff. Bien sûr, bien sûr. Tu sais que maintenant, il fait ça, j'ai vu ça, c'est stylé. Flemme, flemme. Je vais te le mettre dans la prog. Oui, t'as raison, ouais. Je suis un copieur. Ouais, ouais, grave. Et pour les biceps, franchement, je dirais, on change pas les bases, mais alors, si vraiment j'étais une personne avec un point faible biceps, j'aurais deux patterns. J'aurais un pattern curl en fait sur banc avec coude à l'arrière du corps et un pattern debout à la poulie à la barre, tu vois. Mais étant donné que c'est pas le cas, moi j'ai que à la barre face à la poulie et Ouais, je pense que bien exécuté avec des coudes fixes, il y a aucune raison que tu développes pas des gros biceps, quoi. exactement. Pour moi, vraiment plus intéressant de le faire à la poulie en général. Enfin, après, vous avez plusieurs manières de voir les biceps, c'est-à-dire que ben, tu as des exercices qui vont plus travailler la portion courte, donc tous les mouvements style sur pupitre par exemple, qui sur de bonnes machines, une bonne machine pupitre peut être vraiment cool pour la stabilité qu'elle apporte. Et la partie plutôt longue portion du biceps, où là ça va plus être les mouvements où vous allez être étiré, donc bras vers l'arrière, curl incliné, curl bayésian avec une poulie. Euh, mais c'est des mouvements du coup qui sont un peu plus focus sur une portion du biceps. Si on veut rester sur quelque chose d'un peu plus classique, un curl poulie face à la poulie, sans trop vous reculer, juste en étant dans l'axe de la résistance de la poulie, tout simplement avec une barre Z, fait largement le job. Sans venir avancer les coudes, parce que oui, les biceps ont cette fonction-là, mais les épaules aussi, donc il vaut mieux rester sur la seule fonction du biceps qui est de remonter coude proche du corps, et, et vos biceps vont progresser, hein, clairement. Pour moi, c'est plus intéressant qu'un juste un curl halter debout. Après, si vous voulez faire du curl halter, c'est intéressant, mais faites-le assis. Voilà, c'est ce que je conseille. Contre un buste dans l'idéal, pour ne pas avoir d'élan et vraiment rester sur vos biceps. Comme si vous le faites incliner, mais relevé en fait. Ouais, je vois, je vois. Après, dans l'ensemble, voilà, choisir un pattern de curl, une bonne résistance, un mouvement stable de préférence. Mais voilà, c'est les biceps, il n'y a pas 50 000 manières de faire les biceps. Vous n'allez pas réinventer la poudre avec ça. Ouais, à part justement avoir plusieurs types de mouvements, comme j'ai dit, courte ou longue portion, les mouvements classiques feront largement le job. Tant que t'appliqueras ta surcharge, il n'y aura pas de raison. C'est ça, bonne surcharge. Mais en plus, c'est des mouvements où je dirais le plus important, c'est même pas tant la surcharge, c'est de mettre la tension suffisante, donc d'être Ouais, concentré puis sur ta le stabilité, ouais. échec. Honnêtement, c'est pas des mouvements sur lesquels tu vas faire des plus 10 kilos chaque semaine, hein. C'est Ah comme non. les épaules ou les triceps. Et ensuite, bon bah là, on a gardé le meilleur pour la fin. Les pectoraux, bien sûr. La Le nuque? muscle. Ah non, c'était... Ah merde. Qu'est-ce que t'as dit? La nuque. Ah oui, la mâchoire. Ah, la Prenez des mâchoire. chewing-gums, Les mandibules, ouais. muscler le cou aussi. Ouais, Non, les pecs, clairement, moi, perso, c'est mon muscle préféré. Euh, logique. que ce soit pour le faire ou juste le visuel, incroyable les pecs. Donc, quel mouvement choisir? Là, il y a du choix pour le coup, hein. Je pense que je pourrais pas en mettre qu'un seul. Ouais, c'est difficile. Je dirais, je suis dans l'obligation de mettre trois patterns. Ah ouais, ça va. Ouais. Pour moi, je suis dans l'obligation de mettre un pattern où on va dire que j'ai vraiment énormément d'étirements, type de l'écarter, soit de l'écarter poulie, bien exécuté, soit si tu as une bonne machine de fly, tu vois, de pec fly, un pec deck. Et moi, je sais que c'est le cas, c'est une Hammer, donc celle-là, vraiment, elle est magnifique avec 18 millions de réglages. Euh, un mouvement de développer incliné pour vraiment focus le haut de pec. Pareil, si vous avez une bonne machine, selon la prise que vous voulez.
et je dirais une machine soit un développé soit allongé, complet, ou alors je dirais assis, tu vois. Vraiment dans droit, dans l'axe horizontal. Ouais, pour la partie sternale plutôt. Ouais, c'est ça. Je suis plutôt d'accord là-dessus. C'est vrai que moi, si je dois choisir un seul mouvement, vraiment, si je devais choisir un mouvement, ce serait une chest press assise, on va dire dans l'idée, parce que ça combine un peu tous les facteurs. C'est-à-dire que je trouve que entre une allongée et une assise, c'est plus intéressant d'être assis juste par rapport au facteur stabilité. Mm. Donc, parce que vous allez produire plus de force en fait dans cette position-là. Vous allez pouvoir avoir un gros leg drive. Et le fait d'être allongé est toujours un peu plus compliqué, mais bon, là, c'est vraiment chipotant dessus. Mais en tout cas, dans tous les cas, moi, j'irais plutôt vers des chest press, sur les mouvements de poussée en tout cas, pour avoir plus de stabilité. Souvent, ça va être convergent. Vous allez avoir une mise en place qui va être relativement simple, même avec des cales ou potentiellement des pédales de débrayage. Et ouais, au niveau du choix des patterns, je dirais de prioriser les mouvements inclinés, c'est toujours intéressant parce que généralement on manque toujours de haut de pec de une et de deux, ce qui va donner du relief à vos pecs, c'est votre haut de pec. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de bas et de milieu de pec et très peu de haut de pec, vos pecs vont être dégueux. Enfin, ça va pas donner l'impression d'avoir quelque chose d'esthétique. Donc avoir en premier lieu un mouvement incliné. Et ensuite, style un mouvement assis classique. Et comme tu disais, pour les mouvements, moi perso, mon mouvement préféré, si on parle de juste travailler les pecs, c'est des écartés assis avec des keufs sur une Mm. poulie. Voilà. Un banc devant votre poulie, des keufs au niveau des coudes. Et en termes d'adduction des pecs, pour moi, c'est la meilleure façon de respecter cette fonction-là. Donc, si vous avez une poulie d'angle et des keufs, honnêtement, c'est juste incroyable. Ouais, après, on partirait là-dessus sur vraiment pour la fonction et le développement. Après, si on repart aussi sur l'idée du, on va dire, d'une appréciation d'un exo, je sais que personnellement, moi, ça me fait chier de faire un exo comme ça, tu vois, parce que c'est un setup, parce que c'est pas tout le temps disponible, parce que bah, c'est pas forcément très confortable, tu vois, avec des keufs au niveau des bras. S'il fait chaud, t'es en t-shirt. Mais effectivement, oui, ce serait, je pense, le plus efficace pour développer ses pectoraux. Ouais. Il y a aussi la partie, effectivement, comme tu dis, setup. Alors, moi, c'est vrai que je m'entraîne. J'ai aucune galère à avoir la poulie ou à avoir le banc, donc du coup, je préfère mille fois ça. Mais à retenir, c'est sûr que c'est un mouvement que j'ai toujours. Si vous avez un bon pec deck, honnêtement, ça peut vraiment faire le job. Et puis, faut savoir qu'en vrai, à partir du moment où vous arrivez à toujours penser à rapprocher vos biceps, en fait, les uns des autres, enfin les Mm. deux du coup, et pas juste rapprocher les mains, là, vous êtes déjà dans la fonction d'adduction des pecs sur l'isolation. Et sur la partie vraiment poussée, réussir à, je dirais, ce qui est important, à bien placer votre siège, bien placer votre banc ou autre, et pousser vraiment dans le bon axe. Parce que les gens qui font de l'incliné, enfin des chest press inclinés, mais qui se placent super haut et en fait finissent avec le bras là au lieu de l'avoir là, enfin, ça n'a pas de sens. En fait, vous ne travaillez pas vraiment le haut de pec. Mm. Donc c'est vraiment ce truc de trouver les bons réglages. Mais moi, ce que je vous conseille toujours, c'est d'avoir des mouvements les plus stables possibles, vraiment pour les pecs. Maintenant, avoir un mouvement aux haltères, c'est pas déconnant, parce qu'il y a de l'intérêt aussi. Justement, ça permet de créer soi-même sa stabilité et d'avoir plus de liberté au niveau de l'amplitude, du placement des coudes et tout. Par contre, les mouvements de développé à la barre, là, je suis pas fan du tout. Mais ça, c'est mon avis. Ouais, après, c'est encore différent. Ça serait plus pour quelqu'un qui cherche à faire du power building ou ce genre de choses. Voilà. Enfin, s'il y a un autre objectif qui est de vous avez envie de vous challenger dessus, vous trouvez ça fun, ou vous voulez faire un peu de force, ok. Maintenant, si vous voulez vraiment rattraper vos pecs et que c'est vraiment votre goal, je vous recommande pas du tout de faire du développé couché à la barre. Et d'ailleurs, dire ça, ça peut faire de vous quelqu'un qui se fait insulter et limite menacer, hein. Réel. Moi, je l'ai vécu, hein, je peux vous dire. J'ai fait un réel sur ça, jamais pris autant d'insultes. Mais des fois, tu dis des vérités. Pardon, mais Ils dire que plaisent le pas. développé couché à la barre n'est pas le meilleur exercice pour les pectoraux, putain, c'est une insulte, hein. C'est comme dire que le squat n'est pas le meilleur exercice pour construire des jambes. Je me suis moins fait insulter là-dessus. Je pense qu'il y a moins de gens qui font les jambes. Mais C'est vrai, c'est vrai. les pecs, tu sais, d'un coup, ça touche l'ego en fait. C'est un peu ce Ouais. truc de celui qui met le plus lourd au développé couché et celui qui a le meilleur niveau tout court. Ça existe encore ça. Hmm. Il est vrai. Donc en fait, conclusion du podcast, ne faites pas de squat, ne faites pas de développé couché. Non, en vrai, faites ce que vous voulez, mais nous, on donne notre avis sur ce qu'on préférerait faire, mettre en place pour nous et pour potentiellement des athlètes qu'on coacherait. Eh ben, écoute, je pense qu'on a bien résumé la chose. Attention,
on redit disclaimer encore une fois, c'est des exos que nous préférons, que nous imputerions, tu vois, à des personnes qu'on coacherait. On n'a pas la science infuse, on se base sur nos expériences, sur notre ressenti. Il ne faut pas tout prendre à la lettre. Exactement. T'as tout dit, hein. Donc, je pense que ça résume bien la chose. De toute façon, dans l'univers de la musculation, du bodybuilding en général, tout est vraiment une affaire aussi de sensibilité, de pratique, d'expérience. Et vous allez entendre plein d'avis différents. Vous voyez, même nous, pour autant, on est tous les deux passionnés, on n'a pas forcément les mêmes avis sur les mêmes exos. Mm. Que c'est une question de sensibilité personnelle, de morphologie, de préférence. Il y a plein de choses qui interviennent. Voilà, toi, tu as progressé avec certains exos pendant longtemps, et moi, il y en a que j'ai jamais fait, que tu as déjà fait, et inversement. Je sais que toi, tu as déjà fait du 6 squat, moi, j'en ai jamais eu dans ma prog, pour autant, c'est un très bon exo. Moi, Horrible. je débarquais, je le voyais avec son poids sur un step en train de descendre, là, de 50 mètres avec les pieds en avant. Bon, ça me faisait pas rêver, mais Ça reste un bon exo, mais c'est pareil, c'est des exos particuliers. C'est des exos que tu peux pas mettre à tout le monde. Donc c'est selon. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. c'est pour ça d'ailleurs que bah, vous verrez jamais des personnes qui ont une prog personnalisée avoir la même prog à 100%. C'est impossible. En tout cas, Donc sauf si si vous vous avez un avez la coach. même prog que votre voisin, posez-vous des questions sur votre coach. Ouais, je pense. Vous pouvez Ou peut-être si vous vous dire, ah, recevez des bilans réponses de 20 secondes, posez-vous des questions. surtout s'il y a des remis de 3 jours ou autre, quoi. Dites-vous qu'il y a un souci, quoi. Enfin, si quand vous avez signé le coach, il y avait écrit dispo WhatsApp 7 sur 7, bon, c'est qu'il y a un problème, quoi. Mm, mm, mm. On est en 2025, quoi. C'est réel. Coaching PDF, non. Coaching ChatGPT à la limite. Ouais, ouais, ouais. ChatGPT Pro, allez. ChatGPT. Comme ça, au moins, tu fais des vrais programmes. Mais en vrai, ce serait marrant d'essayer de lui faire faire des procs pour voir ce que ça vaut, tu vois. Ouais, un comparatif. Même si, bon, des fois, il te sort des conneries, hein, mais Ouais, je serais capable de te mettre que des mouvements de décès à la barre parce qu'il a été programmé comme ça, quoi. pour faire les D'où jambes, bien l'intérêt de évidemment. prendre un coach. Voilà. Réel, réel. Bah écoute, ça me semble pas trop mal. Ça me semble pas trop mal cette histoire. Ouais, je pense que là, on est bien, hein. Bah, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, que vous avez appris de nouvelles choses. En tout cas, que vous avez aussi pu entendre un peu nos avis, nos versions, nos expériences sur la plupart des exos. Je pense que pour le prochain podcast, on va partir sur un peu un format plus Q&A, donc répondre à plusieurs questions durant tout le podcast. Là, on a fait vraiment sur un sujet en particulier, mais c'était plutôt intéressant. Donc, de toute façon, on va se donner rendez-vous très bientôt. Si vous êtes intéressé par du coaching, n'hésitez pas à passer directement par mon calendrier qui sera dans la description du podcast, directement sur Spotify, ou à venir me parler directement sur Insta et on pourra discuter un peu de vos objectifs et de ce qu'on pourrait mettre en place. Sur ce, on se dit à très bientôt. Merci d'avoir écouté. Merci à toi également. Et puis à bientôt pour un À prochain la podcast. prochaine.